entre Maxime Vachier-Lagrave et Wang Hao. Donc je vais analyser cette partie rapidement aujourd'hui. Je n'ai pu le faire hier étant un peu en méforme. Donc voilou, on va le faire en direct quand même. Alors, donc pour cette dernière partie, les dés sont un peu faits, sont un peu jetés. Maxime ne peut plus remporter le tournoi des candidats. C'est Yann Nepomniachtchi qui l'a emporté. Alors, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, une espagnole. Donc Maxime est assez fan de cette ouverture, hein, comme son entraîneur Etienne Bacrot, son secondant. On en parlera un peu plus tard. Donc cavalier F6, cette fameuse berlinoise. Donc un grand débat encore à haut niveau dans cette ouverture. Donc Maxime joue petit roc, il est un spécialiste de cette ouverture, tout comme son secondant Etienne Bacrot. Salut Guilain, j'espère que tu vas bien. Je reviens un peu sur la partie de Maxime. Donc cavalier Pro E4, D4, cavalier D6, tout ça est vraiment connu, hein, c'est une ligne théorique. Fou Pro C6, D Pro C6, D Pro E5, cavalier F5, dame Pro D8, roi Pro D8, et je vais faire un stop ici. Pourquoi en fait? Parce que les joueurs d'espagnol, aussi bien avec les blancs qu'avec les noirs, hein, justement de cette défense berlinoise, ils misent en général tout sur cette finale. Donc cette finale, pour ma part, je l'ai pas mal étudiée, beaucoup étudiée aussi. Alors un peu différemment pour ma part, puisque moi je l'ai surtout étudiée dans l'espagnol variante d'échange. C'est-à-dire que ici, sur fou B5, on joue à 6. Et c'est un peu la même idée. On joue fou Pro C6, D Pro C6, etc. Et on a souvent cette finale. Alors la petite nuance, c'est que le pion est en A6 d'habitude, ici il n'est pas en A6. Donc cette finale, en quoi elle consiste? Elle consiste en fait à démontrer que la majorité blanche est plus forte que la majorité noire à l'aile dame. Et les noirs, eux, essaient de démontrer que leur majorité, accompagnée de la paire de fous, peut leur permettre de jouer pour un bon résultat. Donc c'est un grand débat de nos jours, de savoir justement qui a l'avantage ou pas. Et donc Maxime, il a beaucoup d'idées dans cette position. Il est un spécialiste, on va dire, de cette ouverture, hein. Et son secondant, Etienne Bacrot, est un autre spécialiste de cette ouverture. Donc c'est vraiment intéressant cette partie. Alors Guilain, désolé, hein, n'hésite pas si tu veux participer. Là je suis venu exceptionnellement pour faire cette analyse et l'enregistrer en même temps. Et je me suis dit bah autant la partager si des gens sont en ligne. Je ne l'ai même pas annoncé sur le stream, hein. Donc ici il a joué H3. Donc H3 c'est quand même un coup important. Des fois ça peut permettre des G4. Des fois ça peut permettre aussi au cavalier H2, au cavalier pardon, d'aller en H2 et parfois d'aller en G4. Donc ça permet aussi de soutenir G4. Donc roi E8, cavalier C3. Donc on se développe normalement. H5, c'est un coup logique aussi parce qu'on sécurise le cavalier en F5. On essaie de le sécuriser en fait. Et puis on lutte parfois pour le contrôle de la case G4. Cavalier E2, donc Maxime avait déjà employé cette ouverture. Il me semble contre Nakamura, alors je vais vérifier quand même pour pas vous dire de bêtises. Mais il me semble qu'il l'a déjà joué contre, justement, Hikaru Nakamura. Oui, tout à fait. Alors j'ai bien vérifié. Ils avaient fait nul au London Chess Classic en 2018. Donc ici,
les blancs suivent donc ce genre de partie, les noirs pardon, et les blancs aussi, hein. Et ici le coup B6. Alors le coup cavalier E2 il est quand même très intéressant parce que quelle est l'idée? Pourquoi rapatrier cette pièce? Alors l'idée en fait c'est que les noirs, les blancs pardon, excusez-moi, en fait ils veulent jouer fou G5, mettre une des deux tours en D1, donc bien sûr menacer un peu le mat de l'opéra, et ils veulent mettre le cavalier en F4 pour lutter contre une possible invasion du fou en E6. Et donc les noirs, comme ils voient, bien sûr ils devinent le plan des blancs, ils vont essayer de développer leur fou sur une autre case. C'est la raison pour laquelle ils jouent B6. Donc Maxime joue fou G5, il continue son idée. Donc bien sûr ici C5 c'est logique. Les noirs ils avancent également leur majorité. Et bien sûr s'ils veulent développer leur fou en B7, ils ne vont pas l'obstruer avec un pion. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont joué C5. Ici finalement comme les noirs ont joué C5 et B6, bah finalement le cavalier il va pas venir en F4. Alors Guillain nous dit mais cette partie est assez passive, les deux joueurs ont beaucoup joué de théorie. Alors c'est vrai ils ont joué beaucoup de théorie, mais en fait la finale elle est assez passionnante pour ceux qui aiment les finales, parce qu'on va voir que c'est vraiment super intéressant de la transposition dans les finales. Alors ce qui est vraiment aussi intéressant par cet exemple, c'est de montrer que les pays de l'Est en général, alors maintenant il y a bien sûr tout le monde les a copiés un petit peu, hein, mais les pays de l'Est, souvent les Russes, les Ukrainiens, travaillent comme ça. C'est-à-dire, comment ils font? En fait, ils démarrent de la finale pour remonter jusqu'à l'ouverture et donc établir des plans de milieu de partie et d'ouverture pour essayer d'arriver dans ce genre de finale où ils savent qu'ils ont un avantage. Et en plus, pas beaucoup de risques à jouer cette finale, parce que c'est ça aussi qui est intéressant maintenant à haut niveau, intéressant pour ces joueurs-là, hein. C'est bien sûr de prendre le minimum de risques pour ne pas perdre, parce qu'une défaite a souvent de lourdes conséquences, souvent au niveau du Hello, mais aussi au niveau du classement. Et donc, établir justement un plan dans la finale, ça permet de transposer, de voir les différentes transitions qu'il peut y avoir dans les milieux de partie, voire même dans les ouvertures. Je vous disais tout à l'heure que, pour ma part, j'ai effectué ce travail avec l'espagnol variante d'échange, et donc c'est intéressant de voir que, par exemple, dans l'espagnol variante d'échange, alors je peux faire peut-être une petite halte, hein. Ici, bon, en général, par exemple, il peut y avoir du rock, c'est le coup bien sûr le plus joué souvent, mais il peut aussi y avoir du D4, vous voyez, je vais le faire. Alors, un instant, hop, ça va arriver, tant que le logiciel se met en place. Il est moins rapide que l'humain, vous voyez le logiciel, hein. Donc, dans cette position, par exemple, on joue D4. Allez, on joue D4. E prend D4, par exemple. Dame prend D4. Dame prend D4, par exemple. Cavalier prend D4. Bah, par exemple, ici, cette finale, si vous l'avez étudiée avec les blancs, vous pouvez savoir que cette finale, si vous arrivez à échanger toutes les pièces mineures et les pièces lourdes, la finale de pion est gagnante. Et donc c'est vachement important parce que ça peut nous donner justement énormément de plans dans le milieu de partie. Par exemple, le premier plan, c'est qu'on puisse échanger le maximum de pièces. Et on sait que la finale de pion va gagner. Donc c'est quand même vachement intéressant de travailler toutes ces finales. Donc par exemple, vous voyez, moi j'ai travaillé les finales avec seulement les pions, les finales avec les tours et les pions, les finales de pions avec une seule tour, les finales de pions avec les pièces mineures, les finales de pions avec les dames, des fois les pièces mineures plus les tours. Et en fait, on sait finalement dans quelle finale on a le plus de chances de l'emporter. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce que ça nous donne vraiment beaucoup d'informations sur le milieu de partie
Et finalement, on n'est pas obligé d'apprendre beaucoup de théorie, parce qu'on connaît les plans pour arriver dans tel final. Donc j'espère que ça va vous servir, mais c'est vachement intéressant justement d'étudier certaines ouvertures en démarrant par les finales. Et c'est ce que font beaucoup de joueurs de pays de l'Est. Donc notation, je reviens. Donc on était à donc roi E8, il a sécurisé son roi. KC3, H5, KE2, B6, fou G5, C5. Et donc il revient en C3, puisque finalement, le cavalier en F4 va pas vraiment avoir une utilité sur le fou E6, mais aussi, regardez, on a deux cases très sympas. Les cases C6 et les cases B5 et D5. Salut Charles, bienvenue. Je suis en train d'analyser la partie d'hier, alors au lieu de le faire en vidéo, je préférais le faire en streaming. Au moins, ça permet parfois d'échanger avec des joueurs. Donc ici, on menace quand même cavalier B5, cavalier D5, et vous voyez, avec par exemple une tour en D1, on peut par exemple menacer des cavaliers C7 mat, ce qui est déjà quand même problématique. Donc fou B7, et là, Maxime avait déjà joué tour AD1, mais ici il a décidé de changer. Alors je ne sais pas quel impact vraiment ça a sur la position, puisque finalement on a l'impression que ça revient dans les mêmes parties. Alors il y avait également une autre partie qui a suivi cet ordre de coup, c'est la partie Grichuk-Giri, et donc la partie Maxime Vachier-Lagrave contre Hikaru Nakamura. Dans ces deux parties, il y avait eu match nul. Mais les Noirs avaient dû trouver vraiment les super coups de défense. Donc là, Maxime a décidé de jouer tour FD1. Et tour FD1, c'est déjà problématique pour les Noirs. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une menace directe, qui est cavalier B5 et cavalier prend C7 mat. Donc vraiment, déjà, c'est quand même une menace directe. Ici, les Noirs ont joué fou pro F3, G pro F3. Alors on pourrait croire que ces pions doublés vont être des faiblesses, pions isolés doublés, mais finalement ils vont peut-être aussi se révéler des forces, parce que si on arrive à jouer F4, F5, ça va commencer à devenir intéressant, parce qu'on pourra peut-être justement se créer un pion passé. Et n'oubliez pas, l'avantage d'une majorité, c'est d'essayer de se créer un pion passé. Il est beaucoup plus difficile pour les Noirs, par exemple ici, d'arriver à se créer un pion passé à l'aile dame. Donc là, vous voyez, le coup cavalier B5 est embêtant, donc les Noirs, ça les force à jouer C6. Maxime joue F4, bon, le coup quand même assez logique. Il va essayer de soutenir son pion E5. Fou E7. Donc les Noirs essaient d'échanger des pièces mineures. Mais ce fou E7, il a quand même une importance parce que vous voyez, la case D6 maintenant, elle n'est plus défendue par des pions. Donc ça peut être une clé dans la position, cette case D6. Donc Maxime joue cavalier E4, c'est logique aussi également. Fou prend G5, pion prend G5. Donc ici on a bien rétabli la structure de pion. Et maintenant on a envie à un moment de pouvoir jouer peut-être cet F4, F5. Donc ici pour les Noirs il faut activer les tours. Donc, roi E7. Et Maxime ici joue cavalier D6. Donc, cavalier D6, c'est quand même très intéressant. Parce que, bien sûr, l'idée, c'est que si cavalier prend D6, on peut jouer par exemple tour prend D6. Donc, on attaque la faiblesse en C6. Si on joue un coup comme tour C8, on va jouer par exemple tour AD1. Et si vous regardez bien, même si les Noirs jouent tour D8, en fait, que va-t-il se passer? Eh bien, les Blancs, ils vont avoir une tour active en D6, et les Noirs plutôt une tour défensive en C6.
Et donc, ça c'est problématique justement pour les noirs, parce que la tour blanche sera bien plus forte que la tour noire. Donc, très très important cet ordre de coups, qui est très bien joué par Maxime. Donc, cavalier D6, roi E6. Le roi E6, attention, ça menace quand même des fois des attaques sur E5, c'est-à-dire qu'on menace des fois de jouer cavalier prend D6, et sur tour prend D6, on joue roi prend E5. Et là, Maxime joue un excellent coup encore, il joue tour D3. Donc tour D3, double idée, permet de coulisser une tour, d'effectuer le doublement sur la colonne, mais permet aussi, justement, je disais en avance, de coulisser, c'est-à-dire de pouvoir coulisser sur la troisième rangée. Donc coup très intéressant. Tour HD8 et donc tour E1. Et là ici maintenant le problème pour les noirs, c'est que le cavalier D6, il est plus ou moins imprenable. Regardez en fait, imaginons cavalier prend D6, et bien cette fois-ci on ne va plus prendre de la tour, mais du pion. Et donc après pion prend D6, le roi a du mal à trouver vraiment un abri, on peut pas vraiment aller en D7 parce qu'on va se prendre tour E7. Et si on va en F5, bah voyez le pion il sera bientôt plus qu'à une case de promotion, par exemple D7. Et là on est en difficulté parce qu'imaginons par exemple roi G5, on va commencer à jouer tour D6, le roi peut plus revenir sur la sixième rangée, il est peut-être même déjà plus ou moins dans un réseau de maître. Donc attention ici pour les noirs, il faut vraiment jouer sérieusement. Donc tour 1, la prise du cavalier n'était pas possible. Et donc les noirs décident d'avancer leur majorité, qui est une bonne idée. Donc ils jouent à 5. Donc bien sûr l'idée à un moment c'est quand même aussi de jouer B5 et de ne pas laisser ses pions alignés pour que justement ils ne puissent pas se faire dévorer. Donc Maxime joue F4, il soutient son pion E5, maintenant le roi a toujours des problèmes. C4, tour DD1, B5. Donc vous voyez les noirs petit à petit, ils avancent leur majorité. Et là maintenant Maxime, que va-t-il faire? Il va amener son roi dans l'action. Donc le roi, pièce importante en finale, roi F2. En fait, on essaie de se diriger vers la case 4. Les noirs continuent leur poussée, A4. Donc là, attention de ne pas des fois se prendre des A3 qui vont peut-être nous forcer à dédoubler les pions noirs. Donc Maxime joue A3 puisque la menace adverse c'était peut-être aussi du A3. A3. Et là, les noirs jouent G6. Ils veulent sécuriser aussi pour l'instant leur cavalier en F5, mais surtout aussi peut-être lui trouver une case de sortie pour aller par exemple en G7 et en E8. Donc ici, on voit de toute façon que les blancs ont un avantage positionnel, puisque on peut comprendre que les tours blanches pour l'instant sont plus actives que les tours noirs, que le cavalier en D6 est un monstre pour l'instant comparé au cavalier F5, mais il n'y a encore rien de fait. Va falloir encore travailler cette partie. Donc Maxime continue et joue roi F3. Il va essayer de centraliser son roi. Cavalier G7, alors un coup un peu bizarre puisque le cavalier il va reculer quand même, et donc il va concéder un peu d'espace au noir. Tour D2, donc l'idée bien sûr de Maxime c'est de jouer tour D1, parce que si l'adversaire joue cavalier E8, on veut reprendre avec une tour en D6. Donc cavalier E8, et ici tour ED1, simplement. Et donc maintenant l'idée bien sûr c'est que s'il y a une possibilité d'échange en D6,
On va arriver avec une tour en D6, et le pion C6 va sûrement sauter. Donc là, les noirs sont très embêtés. Comment jouer ici? Assez compliqué. Est-ce qu'on peut enlever, par exemple, on peut pas vraiment enlever le pion en C5, vous voyez? Si on joue C5, on va se prendre cavalier B5. Alors que jouer ici avec les noirs en fait? C'est un peu presque une position de quasi-zugzwang. Par exemple ici, s'il joue, on va dire roi E7, bah, par exemple peut-être on peut jouer du F5. Et l'idée en fait c'est que sur par exemple K et D6, on peut jouer F6 échec. Si le roi monte en E6, eh bien on joue E prend D6, et on fait comme tout à l'heure, on va simplement mettre une tour par ici, et pénétrer sur la 7e rangée. Donc là c'est catastrophique, et si sur F6, échec, roi E6, pardon pas roi E6, il joue par exemple un roi E8, bon on va jouer tour prend D6, par exemple tour prend D6, tour prend D6, il y a un problème sur le pion C6, si on joue C5, on va se prendre en fait simplement par exemple peut-être du tour B6 pour simplement attaquer les pions. Peut-être juste un petit coup comme C3. On bloque ici et sur B4, on va amener le roi, roi E4. Vous voyez des échanges en C3 par exemple. Bon là je vous montre hein, simplement. Imaginons un tour B8. Bon, on va jouer roi D5 et on va aller manger les pions tout doucement ou voire même jouer E6. Donc cette position est juste catastrophique pour les noirs. Et donc sur tour D1, les noirs commettent l'improbable. En fait, ils jouent cavalier C7, qui est une grosse faute tactique. Et là, dans le calcul, bah, contre Maxime, c'est juste pas possible. On peut pas faire une telle erreur. Et donc Maxime nous sort l'excellent coup. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez essayer de le trouver. C'est toujours valorisant pour vous de vous dire « Ah bah tiens, j'aurais joué le même coup que Maxime. » Et donc ici, bah, je vous laisse faire pause. Hop, 5 secondes. Il a joué l'excellent cavalier prend B5. Avec l'idée bien sûr que la tour D8 est en prise. Alors, on a une proposition de Guillain de cavalier prend F7, mais cavalier prend F7, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, il y a tour prend D2. Tour prend D2. Alors bien sûr, on peut imaginer que si joue roi F7, on a une excellente position avec tour D7, roi E6, tour prend C7. Mais le seul problème ici, c'est que sur tour prend D2, il va plutôt jouer cavalier D5. Alors on a un avantage, hein, je confirme. Salut Brice, bienvenue à toi. Et donc ici, sur cavalier D5, bon bien sûr c'est encore mieux pour les blancs, mais c'est moins bien que dans la partie, parce que finalement dans la partie, regardez, cavalier B5, donc bien sûr on attaque la tour en D8, on attaque le cavalier en C7, et donc ici c'est tour prend D2, par exemple, tour prend D2, pardon, K et C7 d'abord, excusez-moi, roi D7, tour prend, roi prend, et ici par exemple tour D6, et il n'y a vraiment plus beaucoup d'espoir pour les noirs. Donc même on peut regarder par exemple si jouer un coup comme tour B8, ben, en fait on va jouer tour F6, et là sur tour prend B2, on va jouer tour prend F7, et vous voyez le pion E là va courir très très rapidement. Donc en fait sur cavalier prend B5, les noirs ont abandonné directement. Je pense qu'ils en avaient un peu marre de ce tournoi. Donc il faut savoir que Wang Yao, par exemple, dans la conférence de presse, il a signifié qu'il arrêtait sa carrière échiquienne ce soir, sa carrière de joueur professionnel. En fait, il a expliqué qu'il avait des problèmes gastriques depuis 2 ans, qui lui posait bien sûr de grosses difficultés pour jouer aux échecs, parce qu'avec le stress, ça augmentait
ça accroît ses douleurs à l'estomac. Et donc il n'arrive pas à tenir la distance des parties. Et que sûrement là, vous voyez, même dans ces 3-4 dernières parties, il a commis des grosses fautes au bout du 30e coup. Donc ouais, c'est triste, en fait on voit que Maxime l'a renvoyé chez lui, si je peux me permettre. Et voilà, pour Maxime, c'est un beau finish, il gagne une partie très propre. Ça doit lui faire plaisir, même si c'est un peu horrible, parce que Maxime finit finalement à la 2e place. Et tout seul en plus à la 2e place, donc si proche du premier. Alors c'est ce que je dis en plus souvent, la 2e place c'est triste parce que c'est la première place des perdants. Mais c'est comme ça, en tout cas ça lui a donné du baume au cœur pour la suite. Parce que je pense que ça peut le rebooster quand même d'avoir fini aussi bien ses championnats. Il a quand même fait 2,5 points sur les 3 dernières. Donc il a été conquérant, courageux, téméraire jusque la fin. C'est de bon augure pour l'avenir. Alors bien sûr, il y aura sûrement des choses à travailler de son côté avec son équipe. Mais c'est un beau résultat final quand même si on a tous espéré qu'il puisse affronter Magnus. Mais il est peut-être pas encore prêt, il a encore un peu de travail à effectuer. En tout cas, il nous a fait vibrer pendant tout ce tournoi. Dommage aussi que justement il ait eu cette défaite lors de la première ronde. Alors Maxime, en fait, il a gagné, enfin dire en terminant 2e, je crois qu'il a gagné 15 000 $ de plus. Mais je suis pas sûr que ce soit sa priorité, le côté financier. Même si, attention, hein, ça doit l'aider, mais je suis pas sûr que les 15 000 € de plus, ce soit bien pour lui. Je suis pas sûr qu'il ait ce côté financier, même si sûrement pour son manager, ça doit pas être négligeable. Mais je pense qu'il aurait préféré terminer premier et même gagner 15 000 € de moins. Salut Paul, bienvenue. J'ai pas pu commenter la partie hier soir, donc je le fais cet après-midi et je me suis dit pourquoi pas en direct. Alors bon, les 15 000 €, bon, je suis pas sûr que ça va changer sa vie à Maxime. Je pense que financièrement, ça doit aller quand même. Il n'est pas le plus à plaindre en ce moment dans ces conditions particulières avec la pandémie et le confinement. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres joueurs pros qui auraient aimé avoir ces 15 000 €. Non, il doit être quand même assez satisfait de son jeu. Peut-être qu'il a trouvé des réponses aussi aux questions auxquelles il pouvait se poser. Déjà, qu'est-ce qu'il doit travailler de plus? Qu'est-ce qu'il doit travailler pour être encore meilleur? Alors, je pense sincèrement, alors après, ce n'est que mon avis, hein, c'est que mon avis de coach français, c'est que il doit travailler quand même le physique. Le physique, c'est important. On voit quand même que des joueurs comme Caruana, Nepomniachtchi avaient quand même beaucoup moins les traits tirés que Maxime dans ses parties. Peut-être trouver un rythme de vie, de sommeil, etc., qui va lui permettre d'être plus en forme dans les parties et de donner encore plus. Peut-être aussi le mental à travailler, mais ça, son manager en avait parlé, Laurent Vera, sur Chess24, il en avait parlé, il avait dit que Maxime faisait un travail avec une préparatrice mentale. On voit que des joueurs comme Caruana, peut-être justement Guiri, alors Guiri c'est peut-être pas le bon exemple, mais Nepomniachtchi, etc., sont peut-être pour l'instant plus forts mentalement. Alors il va falloir travailler sur ces détails. De toute façon, des athlètes de haut niveau, comme Maxime, hein, puisque moi je les compare souvent à des sportifs de haut niveau, ce sont des petites corrections. Un peu d'huile dans les rouages pour que ça aille mieux. Donc petit à petit, il va devoir améliorer tout ce côté et bien sûr faire un travail de fond échiquéen peut-être pour justement étoffer son répertoire d'ouverture. Il a des forces, ici comme vous voyez, la finale de la berlinoise qu'il maîtrise bien, ça, il doit accentuer son travail justement pour augmenter ses qualités, accroître ses qualités dans cette ouverture. Mais sur d'autres ouvertures, il va devoir faire un travail de fond.
Alors, il y a Deslog qui nous dit que MVL a décidé de voyager avec Mazet seulement. Rien contre ce dernier, même si on veut prétendre au championnat du monde, ça semble juste insuffisant. Alors, je pense pas, Deslog, c'est que Maxime, en fait, bien sûr, il avait Etienne Bacro derrière lui, mais Etienne Bacro, bah, il a une famille, il a une femme et des enfants. Et donc, Maxime, c'est quand même un jeune qui est... Bon, il est encore jeune quand même, il a 30 ans. Il a l'habitude de fonctionner à distance. Pour lui, l'informatique, les Zooms, les Skype, ça n'a pas de secret. Je pense pas que ça change vraiment ses relations avec ses secondants. Amener quelqu'un sur place, bah, en fait, en plus, les avoir à distance, ça diminue les frais. En plus, je crois que justement, au niveau des règles, il n'avait le droit qu'à un accompagnateur. Et donc, vaut mieux choisir le bon accompagnateur. Donc là, par exemple, Sébastien Mazet, c'est quand même intéressant. Parce que Sébastien Mazet, c'est aussi un bon sportif, c'est un joueur de tennis. Il aime le foot, il aime le sport en général. Donc pour travailler la condition physique, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui puisse vous suivre dans les exercices physiques. Pardon. Alors j'ai rien contre Etienne, mais je suis pas sûr qu'Etienne il soit aussi physique que Sébastien Mazet. Et en plus, oui, en plus Etienne, il a un énorme PC à la maison. Un PC fixe, hyper puissant, qui permet justement de travailler beaucoup mieux, et qui est difficile à emmener en déplacement. Donc tu as tout à fait raison, Guilain, de nous le préciser. Hein. Et donc, toutes ces raisons font que Maxime a pris Sébastien Mazet. En plus, Sébastien Mazet, c'est quelqu'un qui est jovial, joyeux, qui est aussi épicurien, qui aime la table et tout ça, comme Maxime. Donc c'est bien en plus d'avoir un jeune de son âge à côté de lui, Maxime. Donc je pense que, comment il s'appelle, Sébastien, il a peut-être 4-5 ans de plus que Maxime. Etienne en a sûrement une douzaine de plus. Donc c'est toujours bien quand même d'avoir quelqu'un sur place avec qui on peut échanger, avoir des passions communes, etc. Et je pense que Sébastien Mazet correspondait parfaitement à l'image de ce qu'avait Sébastien pour Maxime en fait. Oui, tout à fait d'accord aussi. Toi, Paul, en fait, dans son bouquin 10 façons de progresser aux échecs de Nigel Davis, porte de l'importance du sport, du physique pour les échecs, y compris pour les amateurs. En fait, moi, j'en parle souvent à mes élèves. De toute façon, moi, c'est simple. Normalement, la plupart de mes élèves en cours particulier, je ne les entraîne que s'ils font un autre sport à côté. Et je leur dis souvent, ce qui est bien en plus, c'est de faire parfois même un sport collectif. Parce que c'est important aussi d'avoir du lien social, d'échanger, etc. Alors bien sûr, c'est du sport individuel, il n'y a pas de souci. Hein, si les gens font du tennis de table, du tennis, de l'équitation, voire même de la pétanque, hein, c'est pas très grave. Mais le principal, c'est qu'ils fassent du sport. Parce que le sport, c'est important pour les échecs. Ça va leur permettre de travailler le cardio et d'avoir une certaine endurance. Alors après, c'est pareil aussi, on parle beaucoup de Maxime. Donc Maxime, je suis pas un de ses intimes, hein, je sais pas du tout quel est son côté social, s'il a une petite amie, etc. Et ça ne nous regarde pas. Mais je pense que les autres joueurs aussi ont peut-être une assise familiale, etc. Peut-être un équilibre. Ce que Maxime va peut-être travailler aussi, c'est-à-dire d'avoir aussi une certaine stabilité dans le foyer. C'est important, je pense que ça peut aider aussi les joueurs justement à être mieux dans la compétition. Pour ma part, moi je sais par exemple depuis que je suis marié et qu'on a un enfant, ça m'apporte un plus. Quand je perds, vous avez quand même les encouragements de votre femme, le sourire, etc. Et puis il m'arrive de perdre plus souvent que Maxime. Donc c'est toujours important d'avoir du soutien en rentrant chez soi. Alors je pense que c'est tout des petits plus. Hein. Alors Paul me demande de quel joueur de niveau moyen en cours particulier. Alors moi j'entraîne des joueurs à peu près de tout niveau, Paul. En fait par exemple ce matin j'avais une petite de 8 ans qui est classée 1200 et ça va des joueurs jusqu'à, on va dire ça va de 1200 à 2300 à peu près. Alors Paul, oui, si tu veux progresser, pas forcément progresser aux échecs, mais en fait progresser dans la cadence
ça va t'améliorer physiquement, parce que souvent ce qui peut se passer, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, moi je peux vous donner un exemple. J'ai joué Capel, maintenant c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, puisque l'année dernière on était confinés, il me semble. En février on était peut-être pas confinés. Non, j'ai joué Capel donc en 2020, et en fait dans toutes mes parties j'étais très très bien. Dans les 9 parties que j'ai jouées j'étais très bien. Et j'ai eu souvent un trou, un creux en fait, au bout de 3h30, 4 heures de jeu, où je craquais complètement. Alors des fois, des gaffes qui pouvaient donner la partie. Alors ça va, je m'en suis bien sorti parce que mes adversaires n'en ont pas profité forcément. Mais ce genre de détail en fait fait que si j'avais eu un peu plus d'énergie, si j'avais fait un peu plus de sport avant, même si j'adore le sport et que j'étais sportif, mais que avec le travail c'est pas toujours évident de trouver des moments où on puisse faire du sport, eh bien en fait j'ai eu ce manque de rythme, ce manque de cadence. En plus je jouais plus beaucoup puisque on a été beaucoup bloqué, on n'avait plus beaucoup de présentiel. Donc les dernières parties que j'avais jouées avant Capel dataient du mois de mai d'avant, donc 10 mois avant. Donc si pendant 10 mois, vous ne jouez pas en présentiel, en fait, vous perdez le rythme et la cadence des parties. Et en fait, on peut remarquer, hein, quand on va reprendre, souhaitons-le, bientôt les compétitions en présentiel, ce qui nous manque le plus, c'est pas le côté échiquéen, le niveau échiquéen. En fait, ce qui nous manque le plus, c'est le rythme, hein, c'est les cadences. Alors soit on va avoir tendance à jouer trop vite, parce qu'on a joué beaucoup sur Internet, soit en fait on va jouer trop lentement. Des papilles, on va prendre 20 minutes pour tout vérifier parce qu'on manque de confiance, on n'est pas sécurisé, etc. Donc ça va être le plus gros problème quand on va reprendre la compétition. Bon voilà, en tout cas, on lui souhaite bonne chance à Maxime dans les prochains cycles et les nouveaux tournois. Il a du travail, je pense qu'il a eu les réponses. Bah oui, Paul, c'est très bien d'essayer la compétition, de démarrer, c'est toujours très intéressant. En plus, moi je dis toujours que c'est dans la pratique que tu vas apprendre le plus. Je trouve que là où on apprend le plus de choses, justement, c'est dans l'analyse de ces parties. Et l'analyse, quand je dis l'analyse, c'est l'analyse avec un entraîneur, hein. Alors je prêche plutôt pour ma paroisse, mais c'est mieux d'analyser ces parties avec un entraîneur qu'avec un module. L'entraîneur, il va vous poser des questions, il va vous apprendre à raisonner, il va vous apprendre à réfléchir, il va vous apprendre à faire des stops pour trouver le moment critique de la partie, pour trouver les coups candidats. Donc c'est important en fait, c'est important de bien raisonner. Moi je le vois dans mes élèves, j'ai beaucoup d'élèves qui en fait ne font que calculer la plupart du temps. Ce sont des vraies machines à calculer, des vraies calculatrices. Et finalement, en plus, la plupart du temps, ils pensent qu'ils calculent très bien. Sauf que la plupart du temps, sans méchanceté, ils calculent un peu n'importe quoi. Genre, ils ont une majorité à l'aile dame et ils vont jouer à l'aile roi. Ce qui n'est pas tout à fait logique, puisqu'on joue normalement du côté où on est le plus fort. Vous voyez, par exemple, dans cette partie, Maxime, il a joué au centre et à l'aile roi, là où il était le plus fort. Il n'a pas vraiment joué à l'aile dame. Le seul coup de pion qu'il a joué à l'aile dame, c'est A3. Et ça, c'est vachement important, en fait. C'est vachement important pour les parties. C'est pour ça, n'hésitez pas, hein, franchement, si vous voulez vous mettre à progresser, etc. Bien sûr, vous avez de quoi sur Internet pour progresser. Mais je vous conseille de prendre de temps en temps un entraîneur pour vous entraîner. Alors, il n'y a pas que moi sur le marché, il y en a plein d'autres, hein. Et je prêche pas pour ma paroisse, mais n'hésitez pas, je pense que ça va vous aider et vous apprendre beaucoup de choses. Donc je vois qu'il y a Paul, Guilain, je sais pas si vous avez d'autres questions sur cette partie ou d'autres questions en général sur les échecs, sur l'entraînement. Je peux rester encore un tout petit peu, parce qu'après j'ai d'autres cours. Je suis en train de préparer aussi des analyses vidéo de mes parties contre Libichevski, Fabien.
Merci Dislock. Bon, en fait, un des meilleurs entraîneurs, je sais pas. En fait, le meilleur entraîneur, c'est celui qui a des résultats, qui a des élèves et il faut pouvoir se comparer en fait. Hein, c'est toujours. Hein. Alors il faut que je regarde, Guilin, si tu veux, je pourrais t'appeler dans la foulée si tu es disponible. Je t'appellerai juste après. Alors des références intéressantes sur la stratégie pour les débutants. Je suppose que tu parles de livres, Paul. Donc, faudra que je regarde. Hein, faudra que je regarde dans ma bibliothèque. Je pense que moi j'ai pas mal de livres. Alors, si tu veux vraiment de la stratégie et un super livre, alors il est pas facile forcément à trouver. C'est L'art du combat aux échecs de David Bronstein, qui parle du tournoi de Zurich 1953, où il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de stratégies, etc. Bah dis-moi Guilin quand tu seras disponible et je t'appellerai. Donne-moi un horaire où je peux t'appeler. De toute façon tu as mon numéro aussi, tu peux m'appeler. Hein. Alors c'était un tournoi, oui, plus ou moins pour se qualifier pour le tournoi des candidats. C'était un peu le système de l'époque pour désigner qui était le meilleur champion du monde, le meilleur joueur du monde. Alors est-ce que les nouveaux livres de Romain Edouard sont à recommander, John, de la part de Dislock? Ouais, alors Paul, si tu veux, on en reparlera. Excuse-moi Dislock, je reviens à ta question tout de suite. Ouais, 140 € d'occasion sur Amazon. Mais si tu veux, Paul, bah tu m'envoies un petit mail en privé. On va pouvoir peut-être trouver quelque chose. Hop, je vous mets ça, mon mail en privé. N'hésitez pas. Et donc pour en revenir à Dislock, en fait, moi je connais personnellement Édouard Romain. Je sais que le travail qu'il fait, il est excellent en général. Donc je les ai pas vus ces livres, mais je vais dire que je lui fais confiance. Parce que j'ai vu le travail qu'il effectuait, il est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas, si vous avez un livre. Et en plus, si vous avez les réseaux sociaux, contactez-le directement, Romain Edouard. En fait, il va vous dire si ça correspond à votre niveau, etc. Il est vraiment très sympathique. Et bah, il travaille beaucoup avec un éditeur, etc. Et moi, je sais que je lui avais déjà posé des questions. Il m'avait répondu sincèrement, bah non, John, c'est pas de ton niveau, c'est soit trop fort, soit trop faible. Et il va pas vous vendre quelque chose qui ne va pas vous aider. Donc c'est vraiment un joueur très sympa. Donc n'hésitez pas. En plus, je vous dis, c'est un super prof, un super pédagogue. Alors après, dans la stratégie, il y a pas mal de livres aussi, par exemple, qui ont été faits sur les structures de pions, etc. Paul. Tout dépend ce que tu recherches dans la stratégie. Ça dépend si tu recherches juste, on va dire, des plans simples dans certaines ouvertures. Par exemple, il y a 2 livres, je crois, qui sont de Calaï, de Grégor Calaï. Ça doit s'appeler le traité moderne des échecs. Il y en a un sur E4 et un sur D4. Je crois que ça doit coûter genre 15 € le livre. Et je pense que bah, pour ton niveau, Paul, pour l'instant, ça va te suffire. Je pense que voilà, si tu investis 30 €, les 2 livres D4 et E4, tu devrais trouver des réponses à tes questions. Ce sont des livres sympas où en fait il va te donner quelques bases théoriques et quelques idées pour le milieu de partie. Et puis après, si tu veux développer cette ouverture, tu vas aller vers des bouquins plus spécialisés dans l'ouverture que tu as choisie. Donc je sais pas si vous avez d'autres questions, profitez-en. Hein. Je pense que ça doit s'appeler Traité moderne des échecs, mais sinon je dois les avoir ici, je te redonnerai le titre, mais je pense que ça s'appelle comme ça. Traité moderne des échecs. Je pense que c'est Calaï. Et ils sont pas si mal, moi je les avais conseillés à des joueurs qui avaient moins de 1700. Pour débuter, c'est en français, c'est pas mal. Après, bien sûr, il faut essayer de l'utiliser avec un échiquier.
puisque ça te permettra de travailler la mémoire gestuelle aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions sur l'entraînement, sur que faire, etc. Je peux répondre encore un petit quart d'heure. Ah, pas mal, Paul, pas mal. Un petit échiquier magnétique, ouais, bah c'est toujours très utile. En plus, on peut l'emmener partout. Alors, il y a un autre joueur qui fait des échiquiers, sympas, même s'ils sont un peu onéreux, mais ils sont très très beaux. Je crois que sur Facebook, je peux lui faire un peu de pub. Hein. Alors, comment il s'appelle? Je crois que c'est Gamba Échec. Ça doit être ça. Jean-Luc Gamba, ouais, c'est ça. Je peux peut-être vous donner ça. Il fait des échiquiers très très jolis que vous pouvez personnaliser. Voilà, je vous donne son Facebook. N'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part, même si je ne touche pas de pourcentage. Alors moi, Deathlock, je pense, j'en ai parlé avec sur Chess24 il y a 3 jours. Moi, bien sûr, l'apprentissage avec Internet, c'est très bien, les vidéos, les Chessable, les Chess24, c'est très bien. Mais moi, je suis de la vieille école. Je pense vraiment que prendre un livre et prendre un échiquier, c'est très bien. Et après, en plus, ça nous empêche pas d'entrer les parties du livre dans Chessbase, d'écrire les commentaires qui étaient dans le livre, de mettre nos propres commentaires. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça vous permet, en écrivant, un peu comme on était petit, hein, quand on était petit, on écrivait pour se rappeler de la poésie, etc. Et je pense que ce travail, en fait, il est important pour les élèves. Pour ma part, par exemple, vous voyez, quand je fais des cours en ce moment en vidéo, je viens de gérer ça en ce moment avec un nouvel élève que vous connaissez, qui est Arken. Arken, en fait, on travaille le cours, on l'enregistre en vidéo, ensuite il reprend le cours en vidéo, plus tard dans la semaine, il sort son échiquier et il refait sur l'échiquier ce que l'on a travaillé en vidéo. Et ça lui permet de s'améliorer. Oui, moi aussi j'avais joué Deathlock un peu par correspondance, mais maintenant avec les logiciels, t'as plutôt l'impression de jouer contre un morceau de plastique. Donc c'est beaucoup moins humain, il y a beaucoup moins d'émotions, etc. Walou, je vous écoute si vous avez d'autres questions. Après, bien sûr, les vidéos, tout ça, il y a du bon et il y a du mauvais, hein, c'est comme partout en fait. Après, il faut faire le tri. Parce qu'après, sans aucune méchanceté, je vois des fois des joueurs alors avec un elo à 1300, 1400, qui ont des milliers de followers, etc. et qui racontent des âneries plus grosses qu'eux. Donc attention, il y a de tout. Il y a du bon, mais il y a aussi du moins bon, voire parfois du dégueulasse même. Hein. Disons, non, bon, je vais pas citer de nom. Après, je te dis, en fait, c'est le problème d'Internet. Internet, c'est les YouTube, etc. Moi, je vois des YouTubeurs, des streamers qui sont de très bonne qualité. Vraiment, j'en vois plein. Je vois Fong, un maître feed, etc. J'en vois plein d'autres. Même, je vais dire par exemple, Igor Natav, des fois il n'a que 200 spectateurs sur ses streams, alors que des fois ce qu'il fait c'est juste faramineux et fantastique. J'en vois d'autres, et des fois en fait ceux qui font un excellent travail ont moins de 300 followers. Alors que certains qui font pour ne pas dire de la merde, ont 5000 ou 10 000 ou 15 000 personnes, voire 3000, etc. Donc c'est pas facile de se repérer avec ça en fait sur Internet. Alors ce qui est peut-être intéressant, c'est juste de regarder 10 minutes, de voir si vraiment c'est pédagogique ou pas. Et après, bon, il faut se méfier. Ouais, Namig, il est génial. Par exemple, Namig Goulief,
il est génial, c'est un super GMI, super pédagogue. Vous voyez, bah là, par exemple, je vois que, par exemple, Cécile Ocerno, elle est en direct. Elle n'a que 36 spectateurs. Alors que je suis sûr qu'elle dit des choses intéressantes, des bonnes choses, etc. Alors, vous voyez, c'est la difficulté d'Internet, c'est que c'est pas forcément, c'est pareil. De toute façon, c'est pas parce que 10 000 personnes, oui, mais Cécile, elle stream en anglais. Pourquoi en fait tout le monde écrit en anglais? Parce qu'en fait, c'est la langue qui a le plus de, on va dire, de potentiel si on veut vendre quelque chose. Par exemple, vous trouvez beaucoup de livres en anglais, beaucoup de streams en anglais, parce que il y a plus de potentiel, on va dire, de vente ou d'achat dans cette langue. Moi, par exemple, j'ai décidé d'écrire des livres, je suis en train de les finaliser, j'espère pouvoir les éditer rapidement. Ça sera en français d'abord. Ensuite, peut-être que je les traduirai en anglais, mais en fait, si vous vous bloquez au marché français, peut-être que vous n'allez pas avoir suffisamment de ventes de votre livre. Alors après, il faut que votre livre soit en plus de très bonne qualité. Donc moi, comme je suis un éternel mécontent, ça fait 3 ans que je reviens dessus régulièrement. Parce que je veux qu'il soit parfait et qu'il soit utile à un maximum de monde, à un prix raisonnable. Alors c'est pas facile. Parce que ça prend beaucoup de temps et des fois pour peu de rentabilité. Donc pas facile. Et sur internet, je vous disais, c'est pareil, c'est le problème internet. Faut faire le tri. Alors après, il faut demander des conseils. On peut aussi discuter avec un coach ou avec Nami Goulief ou avec Cécile. Un streamer d'échecs très connu a lancé son bouquin. Alors je sais pas qui c'est. Tu peux le dire, Paul, hein, n'hésite pas. Je vois pas de qui tu parles. Après, tout dépend si c'est un livre pour aider les joueurs. D'accord. Donc ça serait Blitzstream, ça serait Kevin qui aurait sorti un livre. Pourquoi pas? Après, je vous dis, ça dépend si les livres auront un intérêt pour les lecteurs ou si on se base juste sur sa communauté pour vendre un livre. Après, je sais pas, je l'ai pas vu pour l'instant ce livre. Un peu, c'est quoi? Ouais, il a un certain niveau. Ah oui, le problème, Paul, c'est qu'on peut pas mettre les liens dans le chat. Donc si tu veux m'envoyer le lien, envoie-le par message privé. Parce que j'ai cru voir passer, mais ah, tu peux, hein, moi il n'y a pas de souci. En fait, c'est le stream qui bloque les liens, mais moi il n'y a pas de souci de faire de la pub pour Kevin, il n'y a aucun problème. Hein. De toute façon, c'est ce que je dis toujours. En fait, il n'y a pas assez de à pot pourri, assez bien garé pour débutants. D'accord, c'est genre un livre d'échecs pour les nuls, c'est ça? C'est genre la série Les échecs pour les nuls, non? Avec un répertoire et tout ça, sûrement. Ouais, bah je sais pas du tout, Paul. Après, il faudrait que je vois ce que c'est, faudrait que je le lise. Je peux pas juger d'un livre que je n'ai pas vu. Donc bon, je vais pas parler d'un sujet là que je connais pas. Si j'avais lu le livre, je pourrais te dire, mais je l'ai pas lu. En plus, je suis assez franc, hein, donc si je lis le livre et qu'il est bien, je le dirai. S'il est pas bien, je le dirai aussi. Hein. Après, il y a des auteurs connus, mais par exemple moi, qui suis aussi, vous voyez, je vous dis, entraîneur, j'ai du mal à conseiller des livres en français à mes élèves. Ou alors, ce sont des fois des vieux livres. Hein. C'est pas, en fait, il n'y a pas vraiment pour l'instant ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup de livres. Oui, bah après c'est pareil, Paul. En fait, il y a pas mal d'auteurs comme ça, même que ce soit hors échec, en fait.
euh, qui vont sortir un livre des fois qui permettent d'apporter des finances supplémentaires au travail. Hein, c'est après je te dis je sais pas du tout ce que ça vaut. D'accord, ouais. Intéressante anecdote de Dislock, ouais. Mais j'ai déjà discuté avec beaucoup de très forts joueurs aux échecs, hein, et en fait, il y en a beaucoup qui veulent pas se lancer dans l'écriture de livres, hein, tout simplement parce que ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas financièrement. Donc en fait, il faut s'auto-éditer. Alors après, je vous le dis, allez voir sur les sites spécialisés. Hein, je crois, il y a Olibris échec qui vient de faire un nouveau site qui est pas mal. Il y a toujours Variante à Paris, le Damier de l'Opéra. Mais par exemple, je pense que sur Olibris, par exemple, je connais quelqu'un qui s'appelle Karel Bollon. J'ai analysé une de ses parties il y a pas longtemps. Elle va vous conseiller. Elle va vous conseiller sur ce qui va de mieux. Et par exemple, moi j'ai pas mal de livres des derniers qui sont sortis parce que j'ai une grande bibliothèque. Pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé quelque chose qui me correspondait. Je vous dis, il y a des livres qui sont pas mal, mais bon, il y a par exemple La boussole sur l'échiquier un ancien livre de Xavier Parmentier qui est excellent. J'ai pas trouvé grand chose pour l'instant. Alors il y a pas mal de choses sur les ouvertures aussi. Mais vous voyez, sur les ouvertures, j'en ai quelques-uns qui sont cités dedans, je vous en conseillerais pas, moi. Donc, ouais, je regarde un peu ce qu'il y a sur le site. Alors, les livres de Paul Gare, ils sont pas mal, mais ils sont pour un niveau plus élevé. Peut-être il pourrait, Guilain, ça pourrait l'intéresser. J'en ai deux, je crois, de la collection qui sont pas mal. Ouais, les bouquins de Vincent Moret. Alors Vincent Moret, l'avantage c'est que c'est un entraîneur depuis 40 ans, donc il sait de quoi il parle. Ça c'est aussi important, par exemple. Vous voyez, quand vous achetez un livre, entre guillemets, c'est quand même important de savoir ce que la personne elle a fait dans sa vie. Vous voyez, si vous achetez un livre sur une ouverture, je vais dire un nom stupide, de Karpatchov, un livre de Karpatchov, et que Karpatchov, par exemple, il fait un livre sur la Scandinave et qu'il la joue jamais, bah, je suis pas sûr que le livre soit terrible. Vincent Moret, bah, je pense que vous pouvez lui faire confiance. Je l'ai côtoyé dans le milieu des échecs en tant qu'entraîneur et il sait de quoi il parle puisqu'il a 40 ans de métier. C'est pas le cas d'autres possibles auteurs. Parce que c'est pareil, hein, ce qu'on dit sur Internet n'a pas la même façon d'être traduit dans le réel. Alors les livres de Jérémy Stillman, ils sont très intéressants, hein, très intéressants. Mais moi je trouve souvent qu'en fait c'est... Alors bien sûr il a utilisé beaucoup d'exemples de ses élèves, etc. Mais j'ai l'impression souvent que c'est un recueil de plein de livres qui ont existé, comme les Mon Système de Nimzovitch, l'école des échecs de Kotov. En fait c'est un peu une méthode avec un regroupement de plein de bons livres. Hein. Mais ils sont intéressants, bien sûr, tout à fait intéressants. Moi, je les ai utilisés aussi quelque temps. Quand j'avais pas le temps, par exemple, de faire un cours, ce que je ne fais plus depuis longtemps, puisque maintenant je fais des cours réguliers depuis 10 ans. Je fais mes propres cours depuis même 20 ans, en fait. Ouais, ben il y a le cerveau de l'amateur, je crois, mis à nu. Il y a quoi? Il y en a 3 tomes, hein, de Stillman. Ils sont intéressants. Alors maintenant, par contre, j'ai vu qu'ils étaient un peu chers. Mais bon, de toute façon, ça reste un investissement entre guillemets. Hein. C'est comme Chessable qui fait des choses magnifiques. Hein.
Mais ça coûte beaucoup d'argent. Alors les livres de Dvoretzky sont aussi très intéressants, mais il faut réussir à les manger, hein, parce que c'est pas facile, c'est un peu comme les Mon Système, il faut réussir à les manger. Ils sont souvent très lourds, très gros, il faut réussir à les manger. Non, après, en langue française, il y a pas tant de choses que ça. Alors bien sûr, ce que je vous disais, pour qu'il y ait des gens qui en écrivent, il faudrait presque qu'ils s'auto-éditent pour que ça rapporte plus. Moi, je connais quelqu'un qui a écrit un livre pour les enfants, qui a bien fonctionné en plus, hein. Elle en a vendu 5000 à peu près. 5000. Donc le livre a été mis en vente à 12 euros en librairie. Il lui rapportait même pas 20 centimes par livre. Donc en fait, pour on va dire 5000 livres qu'elle a vendus, elle a reçu, on va dire en tout et pour tout, 1000 euros. Ce qui est pas énorme pour un livre où on a passé du temps, etc. Même si ça reste toujours une belle publicité pour celui qui l'a écrit, c'est pas super rentable. Mais bon, après, il faut comprendre l'éditeur aussi, il faut qu'il gagne sa vie. C'est normal. Oui, moi je pense. Genre, après, c'est mon métier, donc je vais pas cracher sur mon métier. Moi, je dis que avec un entraîneur, ça va certes vous coûter plus cher que des livres, etc. Mais vos progrès seront, à mon avis, plus rapides et les points sur lesquels vous allez travailler avec votre entraîneur seront plus efficaces. Alors bien sûr, après, de toute façon, vous avez beau prendre un entraîneur, c'est pas un magicien. Il va pas vous faire devenir un étalon du jour au lendemain, hein. Il va falloir aussi du travail personnel. De toute façon, moi, c'est la question que je pose toujours à mes élèves également, hein. C'est quel est ton budget de temps? Quel est ton budget investissement personnel? Combien de parties tu vas jouer par an? Parce que si un joueur, en fait, ne joue que 10 parties par an, comment on peut voir ses progrès? Tout ça, c'est des questions fondamentales pour un entraîneur d'échecs aussi, hein. Donc, de toute façon, moi maintenant, je suis dans le métier, je vous dis, depuis 30 ans, je n'accepte pas, mes élèves sont acceptés sous certaines conditions. Et les conditions ne tiennent pas qu'aux conditions financières. Ça dépend de leur investissement, s'ils font du sport, s'ils ont un équilibre familial, s'ils vont un équilibre aussi personnel, s'ils vont à l'école, des choses comme ça. Donc oui, je peux les détailler, hein. Il n'y a pas de souci, Paul, hein. En fait, c'est ah oui, oui, bah moi je pense que si on veut jouer, disons si, en fait c'est toujours pareil, Paul. C'est comme si tu fais des parties de tennis de table ou n'importe quoi, des parties de foot. Si tu fais que 10 matchs par an, comment tu peux percevoir tes progrès? Et si tu perçois pas tes progrès, tu vas te dire c'est de la faute de qui? C'est de la faute du coach. Parce que c'est plus facile de mettre la faute sur quelqu'un que sur soi-même. Donc en fait, ce qui est vraiment très important, c'est de dire, bon, bah voilà, on définit qu'on essaie de jouer 30 parties à peu près. Donc 30 parties sur un an, ça veut dire, bon, bah par exemple, une saison de national, et peut-être 2 Open dans l'année, ou alors des fois une saison de national, 5 matchs en coupe Loubatière, la coupe des moins de 1700, quelques matchs en Coupe de France, et puis un Open international, etc. Et puis tu arrives à une trentaine de parties. Et là, c'est plus facile de juger sur 30 parties les progrès d'un élève que sur 10. De toute façon, après, c'est ce que j'explique. Le temps que vous travaillez, il faut on va dire entre 6 et 12 mois avant que vous puissiez l'appliquer. Donc si tu crois ce que tu vas travailler aujourd'hui va te servir tout de suite dans les 3 prochains mois, c'est pas sûr que tu vas réussir à le mettre en application.
Et si vous n'expliquez pas ça à l'élève, bah en fait, il va être déçu. Puisque l'élève, s'il prend des cours, il espère devenir plus fort dans les 3 premiers mois. Mais comme je le dis, moi je suis magicien, je suis pas magicien, je suis entraîneur d'échecs. Donc je peux pas vous donner 300 points Elo en 2 mois comme ça. Après moi je suis sincère, hein, j'ai une éthique et c'est comme ça. Hein. Alors ouais, bon, grisonnant, ça, j'en connais qui sont grisonnants à 25 ans, hein, des slocs. Pas beau de se moquer. Hein. Oui, bah c'est ça, Paul. En fait, de toute façon, après, Paul, c'est toujours pareil, c'est ce que j'expliquais. Je sais pas si tu as les réseaux sociaux, etc. Et en fait, c'est ce que j'expliquais là dans. On a eu la chance de faire la une de 2 journaux dernièrement dans notre région pour le nouveau club qu'on a créé. Et c'est ce que je disais, il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas forcément faire de la compétition et jouer pour un Elo. Ils veulent juste trouver un adversaire, prendre du plaisir avec cet adversaire. Et puis, bah, avoir quelques conseils pour améliorer leur jeu. Mais c'est pas forcément des joueurs qui ont envie de faire de la compétition. Et c'est justement ça que les échecs doivent comprendre. On doit comprendre en fait qu'on a aussi un large public de joueurs qui veulent jouer pour le plaisir. Et simplement trouver un adversaire. Et si les clubs font cet effort d'accueillir des gens qui vont pas forcément devenir des compétiteurs tout de suite, mais peut-être plus tard, en fait, vous le savez tous très bien, en fait, si vous allez dans un club d'échecs ou un club de tennis de table ou de bodybuilding ou n'importe quoi, de musculation, en fait, vous allez tous voir qu'au bout on va dire d'un an, en fait, vous aurez envie de vous confronter à des joueurs plus forts et à faire de la compétition automatiquement quasiment. En fait, faut juste se dire que les joueurs qui vont arriver dans un club deviendront des compétiteurs, mais pas tout de suite. Laissez-les arriver, prendre leur marque, prendre du plaisir, s'entraîner, avoir des échanges, et puis après, ça deviendra des titulaires dans vos équipes de nationales. Ouais, les compétitions en équipe, c'est toujours très sympa, de toute façon. Il y a toujours une super ambiance. Moi, je le vis depuis très longtemps, puisque ça fait 30 ans que je joue, je vous disais, et en équipe, par exemple, en top 12, c'est juste génial. Par exemple, même là, bon, là, je parle de la compétition du top 12 parce que c'est celle que je connais le mieux. Bah, en fait, pendant 12 jours, vous vous trouvez avec vos coéquipiers, vous dormez au même endroit, vous mangez au même endroit, vous travaillez ensemble, vous échangez ensemble, vous parlez de tout, de rien. Donc, c'est génial de partager ces moments de vie, en fait, simplement. Hein. Et la compétition par équipe, bah, c'est génial puisque on a vraiment cet esprit d'équipe, les résultats sont pas individuels, il faut vraiment que chaque joueur fasse le maximum pour apporter les points de match. C'est super passionnant de toute façon. C'est le kiff hein, de toute façon. Hein. C'est pour ça que je disais que les sports collectifs pour les enfants c'est très bien aussi. Puis je te le dis Paul, je sais pas quel âge tu as et t'es pas obligé de nous le dire. Hein. Moi j'avais un élève qui a 80 ans et qui a 1200 Elo. Ah, bah pas mal, hein, Paul. Ça va, t'es pas si vieux, donc ça va. Et j'ai un élève qui a 80 ans, et en fait, il a 1200 Elo. Et ben en fait, il est content, il a sa petite équipe. Sa petite équipe de pré-régional. Donc en fait, il joue à 4. Il y a deux monsieur âgés, on va dire 70 ans, 80 ans, et 2 jeunes de 12 ans. Et ils sont tous les 4 entre 1100 et 1300. Et en fait, ils jouent en équipe. Et là, par exemple, l'année dernière, ils ont terminé premier de leur pré-régional. Et ils sont contents, en fait. Et ils s'éclatent. Et ils vont pas très loin. Ils vont dans un rayon de 50 km en équipe. Donc, bah voilà. Et vous voyez, on peut s'éclater à tout niveau, en fait. C'est ça qui est intéressant aux échecs, justement. Bon, voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. Après, je vais plus trop traîner parce que j'avais dit
que j'allais bosser encore. C'est toujours sympa les échanges avec vous, de toute façon. Hein. Mais voilà, si vous avez des questions, de toute façon, vous avez mon mail. Bah merci à vous. Bon, je vais lancer un petit raid chez Cécile Ocerno, comme ça on pourra aller voir ce qu'elle fait. Merci à tous, hein. Donc n'hésitez pas à rester quelques secondes sur le stream de Cécile. Puis bah on se retrouve très bientôt, hein. Je vous dirai, je vais mettre un programme de stream. Allez, prenez soin de vous, bonne journée à vous, et à bientôt. Je vais lancer le raid. Hop, on va lancer un raid. Si vous voulez rester juste 2-3 minutes chez elle, faire plaisir, dire un coucou de Mr. John, c'est sympa. Allez, ciao à vous.